En 2025, la France s'est réveillée dans le noir. Réacteur au ralenti, avenue en feu, sirène continue, écran vacille. 2 chiffres cognent comme un verdict implacable. 500 milliards envolés et 65% d'électricité soudain remis en question par le Sahel. Comment un continent jadis tenu sous clé a-t-il retourné la table? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré résonne-t-il comme la promesse d'une seconde indépendance, des mines du Niger au quartier populaire de Paris? Depuis le sable de l'Aïr jusqu'au quai parisien, une mécanique cachée se défait, révélant la facture des décennies d'équilibre forcé. L'effondrement de 2025 n'a pas commencé dans les rues de Paris, mais dans les sables du Sahel, là où l'Afrique a décidé de dire non. Ce récit promet de dévoiler comment un simple refus, celui d'un contrat, d'un taux, d'une dépendance, a fait vaciller l'une des plus vieilles puissances d'Europe. Le spectateur découvrira pourquoi la décision d'Ibrahim Traoré et de ses alliés a provoqué une onde de choc de 5000 kilomètres, transformant un différend monétaire en bouleversement planétaire. À travers les chiffres, les témoignages et les fractures d'un empire invisible, nous suivrons la chaîne d'événements qui relie un baril d'uranium à la facture d'électricité d'un foyer français. Car comprendre cette histoire, c'est comprendre comment une économie bâtie sur le silence a fini par s'effondrer sous le poids de la vérité. Et derrière chaque graphique se cache une question simple. Que vaut la stabilité quand elle repose sur l'injustice? Le chiffre qui a tout déclenché n'était pas une rumeur. 500 milliards de dollars transférés discrètement en près d'un siècle depuis les économies africaines vers les coffres de Paris. La révélation, portée par des économistes et journalistes, a brisé le vernis de coopération que la France entretenait depuis 1945. Ce que le monde appelait stabilité n'était qu'un prêt à taux caché, une dette invisible que le continent refusait désormais de payer. À l'origine, le système du franc CF devait garantir des échanges sûrs entre la France et ses anciennes colonies. Mais derrière les promesses de stabilité se trouvait une réalité brutale. La moitié des réserves de change africaines dormaient au trésor français. En retour, Paris décidait des taux, contrôlait les emprunts et profitait des marges sur chaque transaction. Entre 1960 et 2008, plus de 850 milliards se sont ainsi évaporés, finançant écoles et appartements luxueux à Paris, plutôt que des hôpitaux à Ouagadougou. Puis vint l'uranium, la ressource clé. Le Niger fournissait le combustible de 65% de l'électricité française, mais ne recevait que 100 millions d'euros par an, à peine 5% de son budget national. Lorsque les dirigeants africains demandèrent une revalorisation des redevances, la réponse fut la menace, les blocages, puis les fermetures techniques. C'est ce que cette asymétrie, dénoncée publiquement par Ibrahim Traoré, qui alluma l'étincelle d'une révolte plus vaste. Car ce n'était plus un débat monétaire, mais une question de dignité. Le moment où le Sahel a choisi la souveraineté, la France a compris que son modèle économique reposait sur un mirage. Et lorsque les premiers contrats furent rompus, le sable a commencé à se dérober sous les fondations de Paris. Au cœur de cette bascule, un visage s'est imposé. Ibrahim Traoré, capitaine devenu chef d'État, symbole d'un tournant générationnel. Son discours à Ouagadougou en 2023 n'a pas simplement galvanisé une foule. Il a redéfini la notion même de souveraineté économique. Dans ces mots, les jeunes d'Afrique ont entendu une promesse, que les richesses du continent ne serviraient plus à éclairer l'Europe pendant que leur propre village restait dans l'ombre. 2 scènes marquent ce début de rupture. La première, la décision du Burkina Faso d'expulser les troupes françaises et de suspendre les dépôts au Trésor de Paris. Un geste que beaucoup jugeaient symbolique, mais qui s'est révélé catalyseur. La seconde, l'appel conjoint de Bamako et Niamey à une économie du courage, exhortant les pays du Sahel à négocier d'égal à égal. Derrière cette rhétorique se cachait une réalité, une alliance politique
et économique en gestation, bientôt appelée Alliance du Sahel. Les premières conséquences furent immédiates. Les flux financiers entre Paris et l'Afrique de l'Ouest chutèrent de près de 40% en un an. Les sociétés minières françaises suspendirent leurs activités, espérant forcer un retour à la table des négociations. Mais au lieu de céder, les gouvernements africains multiplièrent les accords régionaux et attirèrent de nouveaux partenaires venus d'Asie. Le rapport de force venait de s'inverser. Ce que beaucoup prenaient pour un geste isolé devint un mouvement irréversible. Et dans ce nouvel équilibre, Ibrahim Traoré incarna moins la colère que la lucidité d'un continent décidant enfin de se posséder lui-même. Tout commence en 2014, quand le président nigérien Mahamadou Issoufou réclame une redevance plus juste sur l'uranium, 12% au lieu de 5,5%. Paris refuse. Les mines s'arrêtent pour maintenance. Les fonds se figent. Les tensions montent. Ce qui paraît d'abord une dispute technique devient, en quelques mois, le symbole d'une ère finissante. En coulisses, les dirigeants africains échangent. Bamako, Niamey, Ouagadougou. Les réunions se multiplient, discrètes mais décisives. Ibrahim Traoré, alors capitaine, observe les signaux. Dépendance énergétique, fuite des capitaux, promesses jamais tenues. Si nous continuons ainsi, disait-il, nous payerons pour leur lumière et pour notre nuit. Ces émeutes circulent sur les réseaux, repris par une jeunesse épuisée par les inégalités. Entre 2019 et 2021, les hashtags #StopCF et Free Sahel envahissent les écrans. Des billets de francs CFA brûlent devant les caméras. Des économistes expliquent la mécanique cachée. La moitié des réserves africaines bloquées à Paris. En quelques années, l'illusion du partenariat se fissure. Lorsque le Burkina Faso expulse les troupes françaises guisées en 2023, un domino tombe. Le Mali et le Niger suivent, annonçant la fin des dépôts obligatoires et la révision des contrats miniers. La France, surprise, tente de négocier, mais la confiance a disparu. Le choc atteint Paris à la fin de 2023. L'approvisionnement en uranium est suspendu. Les marchés réagissent en 24 heures. Le prix du mégawatt bondit de 40%. L'inflation s'installe. Orano, le géant nucléaire français, annonce ses premières pertes depuis 1974. Les journaux parlent d'événements sans précédent. Pourtant, en Afrique, on l'appelle simplement justice. Début 2024, la tension devient politique. Les rues de Paris s'emplissent de slogans. Les factures explosent. Les coupures d'électricité se multiplient. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré s'exprime devant une foule. Nos ressources ne seront plus exportées en silence. Chaque watt produit ici doit éclairer ici. Ces mots déclenchent une onde continentale. Les gouvernements du Sahel créent officiellement l'Alliance du Sahel, signée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Objectif, souveraineté énergétique et monétaire totale d'ici 2027. L'annonce est accueillie à Paris comme une rupture historique. Les éditoriaux français oscillent entre incompréhension et panique. Dans les chancelleries, on parle de crise systémique, car en perdant l'uranium, la France perd son énergie, son levier financier et son dernier lien d'influence durable en Afrique. Ce jour-là, l'ordre postcolonial bascule définitivement. Ce qui était une stratégie économique devient un fardeau. Et pour la première fois depuis 1945, Paris réalise que sa stabilité dépendait du consentement d'un autre peuple. Les données parlent avec une clarté implacable. Depuis 1970, les 14 nations de la zone franc ont versé en moyenne 5 milliards de dollars par an au Trésor français, sous forme de réserves obligatoires. Sur 50 ans, cela représente plus de 250 milliards, investis non pas en Afrique, mais dans les obligations d'État françaises. Cette circulation à sens unique a permis à Paris de financer des taux d'emprunt plus bas que ceux de l'Allemagne, tout en privant le continent de liquidités vitales.
Deuxième chiffre clé, 65% de l'électricité française provenait, avant 2023, de l'uranium extrait en Afrique de l'Ouest. Chaque kilogramme acheté au Niger coûtait en moyenne 80 €, tandis que le même combustible, valorisé en Europe, générait jusqu'à 3000 € d'énergie exportée. Le delta est vertigineux, un rapport de 1 à 38. Ce déséquilibre, longtemps masqué par des discours sur la coopération énergétique, constituait en réalité une rente structurelle. Ibrahim Traoré le dénonçait ainsi. Notre sous-sol éclaire leurs avenues. Cela doit cesser. Troisième donnée. En 2024, après la suspension des exportations d'uranium, les prix de l'énergie en France ont grimpé de 40% en 6 mois. Les pertes déclarées par Orano s'élèvent à 103 millions d'euros sur le seul premier semestre, tandis que la dette publique franchissait la barre symbolique des 3 000 milliards d'euros. Le lien est direct. La disparition de la rente coloniale a révélé la fragilité d'un modèle bâti sur la dépendance. Ces chiffres, longtemps confinés aux rapports économiques, ont fini par devenir des armes politiques. Dans les rues de Niamey, de jeunes manifestants brandissaient devant des pancartes où l'on pouvait lire « Nos tonnes, vos profits ». Et à Paris, les analystes reconnaissaient, mais à demi-mot, que la fin du franc CFA et la fermeture des mines africaines pouvaient y retirer jusqu'à 1,5% du PIB français sur 2 ans. Ce qui, vu depuis l'Afrique, n'était qu'un rééquilibrage, se traduisait, vu depuis Paris, par une crise d'identité économique. Car quand les chiffres cessent de mentir, les empires cessent de tenir. Et dans cette transparence nouvelle, chaque graphique racontait la même histoire, celle d'une nation qui s'était crue indépendante, mais dont la prospérité dépendait d'un continent qu'elle ne comprenait plus. Face à la crise, 2 récits s'affrontent. Le premier, défendu à Paris, soutient que la France n'a jamais exploité l'Afrique, mais l'a accompagnée dans son développement. Les responsables français évoquent des décennies d'aide, de transfert de compétences et d'investissement dans l'éducation. Selon eux, la rupture actuelle met en péril la stabilité régionale, nourrit le populisme et compromet la sécurité commune. Le second récit, porté par les dirigeants du Sahel, repose sur des faits que nul ne peut plus ignorer. Durant plus de 70 ans, la moitié des réserves africaines ont dormi dans les coffres du trésor français. Les contrats miniers garantissaient aussi des marges 10 fois supérieures à la moyenne mondiale. Et chaque tentative de renégociation s'est soldée par une menace. Réduction de l'aide, suspension des prêts ou ralentissement des projets. Dans ce schéma, la coopération ressemblait davantage à une dépendance organisée. Les partisans du premier discours affirment que l'Afrique ne pourrait pas encore se passer du soutien européen, faute de structures bancaires solides ou de marchés intégrés. Mais cette affirmation ne résiste pas aux faits récents. La création de l'Alliance du Sahel, les échanges croissants avec la Chine, la Russie et le Brésil, et la montée des monnaies régionales adossées à l'or. Ces initiatives prouvent qu'une transition est possible, et déjà entamée. Ibrahim Traoré, dans un entretien donné en 2024, a résumé ce choc de vision par une formule simple. Ce que certains appellent aide, nous l'appelons dette morale. La phrase a circulé comme un mot d'ordre, traduisant le basculement d'un paradigme. Le débat ne portait plus sur l'économie, mais sur la souveraineté. Et dans cette confrontation, la solidité des chiffres du passé pesait moins lourd que la clarté d'une conviction. Aucune nation ne peut prospérer sur la dépendance d'une autre sans en payer le prix un jour. La peur a changé de camp. Cette phrase, lancée par Ibrahim Traoré au sommet de Niamey, a marqué le basculement symbolique du récit. Jusqu'ici, la France dictait le rythme. Désormais, le Sahel imposait le sien. En quelques mois, la nouvelle architecture économique du continent a pris forme. Les contrats d'uranium furent renégociés. Certains remplacés par des accords directs avec des consortiums asiatiques. Le franc CFA, longtemps considéré intouchable, a commencé sa mue vers une monnaie ouest-africaine indépendante.
L'Alliance du Sahel est passée du manifeste à l'action. Échanges énergétiques communs, banques régionales, corridors logistiques vers la mer. Ce que Paris voyait comme une rupture irrationnelle devenait pour l'Afrique un plan de survie collective. Dans les chancelleries européennes, le ton changea. On parlait désormais de perte d'influence, de risques géopolitiques majeurs et de fin d'un cycle historique. Mais sur le continent africain, on célébrait la cohérence retrouvée entre richesse et destin. Ce midpoint n'était pas une pause, c'était le point de non-retour, l'instant où l'Afrique, menée par Ibrahim Traoré et ses alliés, cessait d'être un fournisseur pour redevenir un acteur. Lorsque les accords furent rompus et les flux d'uranium suspendus, les conséquences dépassèrent les calculs des économistes. En quelques mois, 4 sphères de la société, nationale, diplomatique, industrielle et quotidienne, furent ébranlées. À un autre niveau, national en France, le choc énergétique fut immédiat. Les centrales nucléaires, privées d'approvisionnement stable, réduisirent leur production de 25%. Le coût de l'électricité grimpa de 40%. Les peu furent étranglés. Et l'État dut injecter 15 milliards d'euros de subventions d'urgence pour éviter les coupures massives. Dans les campagnes, les factures triplées alimentèrent un mécontentement croissant. L'image de la nation stable s'effondra, remplacée par celle d'un pays en panne de confiance. À un autre niveau, diplomatique, le Quai d'Orsay tenta d'amortir la chute par une diplomatie de dernière minute. Mais le ton paternaliste, longtemps utilisé envers l'Afrique, ne passait plus. Les dirigeants du Sahel répondaient désormais d'égal à égal, parfois même par le silence. Les alliances se recomposèrent. Bamako signa un accord de fourniture énergétique avec la Russie, Niamey conclut un partenariat minier avec la Chine, et Ouagadougou ouvrit ses marchés agricoles au Brésil. Paris, marginalisé, réalisa que le centre de gravité s'était déplacé sans retour possible. À un autre niveau, industriel, les pertes cumulées d'Orano atteignirent 100 à 133 millions d'euros dès le premier semestre 2024, et la société EDF signala un déficit opérationnel inédit depuis 20 ans. Les chantiers de maintenance furent suspendus, les investissements publics gelés. La dépendance structurelle à l'uranium africain, longtemps cachée, devint un scandale national. Les éditoriaux titraient « La France découvre sa vulnérabilité ». Cette vulnérabilité, jadis niée, devenait la nouvelle norme. À un autre niveau, du vécu. Pour les citoyens français, la crise prit un visage concret, salaires gelés, transports perturbés, éclairage public réduit. Les manifestations de 2025 furent les plus violentes depuis 1968. Pendant ce temps, au Sahel, un vent d'optimisme soufflait. Les ressources, autrefois siphonnées, finançaient désormais des infrastructures locales, barrages, écoles, hôpitaux. Le mot de dépendance changeait de camp. Et dans les rues de Ouagadougou, un slogan dominait les murs. « Notre uranium, notre avenir ». Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France découvrait ce que signifiait vivre sans empire caché. Et l'Afrique, guidée par Ibrahim Traoré, expérimentait ce que voulait dire vivre debout. À l'été 2025, la France se trouve face à 3 trajectoires possibles, 3 futurs qui découlent du même effondrement. Les économistes les appellent base, optimiste et worst case. Scénario 1, base, stabilisation douloureuse. L'État français réussit à sécuriser de nouveaux contrats d'importation avec le Kazakhstan et le Canada. Les coûts restent élevés, mais l'approvisionnement se stabilise. L'inflation redescend sous les 6%. Les tensions sociales s'apaisent partiellement. Cependant, la dette publique franchit durablement les 200 milliards d'euros et les marges de manœuvre budgétaires disparaissent. L'économie se replie, sans s'effondrer. Scénario 2. Optimiste. Reconstruction lente. L'Europe comprend enfin que la dépendance énergétique n'a pas de frontières morales. Bruxelles soutient la création d'un fonds de transition énergétique commun, permettant à Paris de moderniser son parc nucléaire et d'investir dans les renouvelables.
Le dialogue reprend timidement avec l'Afrique, sur la base d'un partenariat de réciprocité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient une figure d'interlocuteur incontournable, incarnant une Afrique capable de négocier sans s'incliner. La France, contrainte, redéfinit son influence par la coopération technique plutôt que la domination financière. Scénario 3. Worst case. Spirale descendante. Les tensions internes explosent. Le chômage dépasse 12%. Les marchés perdent confiance. La note souveraine est dégradée. Des coupures électriques paralysent les régions industrielles. Le gouvernement tombe avant la fin de l'année. Dans cette version, la France devient le premier pays fondateur de la zone euro à demander une aide d'urgence du FMI. L'Afrique, elle, consolide ses alliances sud-sud, ferme définitivement la porte aux anciens accords. Le fossé historique se transforme en fracture définitive. Pour comprendre ce basculement, il ne suffit pas de lire des bilans. Il faut écouter les voix qu'ils cachent. Dans les rues de Ouagadougou, des étudiants racontent comment, pour la première fois, les universités locales reçoivent des financements issus des mines nationales. À Niamey, une infirmière évoque l'ouverture d'un hôpital financé par les anciennes redevances d'uranium. Et à Paris, un ingénieur licencié d'Orano confie qu'il n'avait jamais imaginé dépendre du Sahel pour son emploi. 3 réalités se répondent. Ici, l'individu africain découvre que sa dignité n'a jamais eu besoin d'autorisation. Le citoyen français comprend que sa prospérité n'était pas un droit naturel, mais un privilège hérité d'un déséquilibre. Le spectateur global, enfin, réalise que cette histoire dépasse la France et l'Afrique. Elle interroge la manière dont le monde mesure la justice. La parole d'Ibrahim Traoré résonne comme un miroir tendu à tous. Ce que nous reprenons n'est pas la revanche, c'est la normalité. Cette phrase, traduite dans une dizaine de langues, est devenue un repère moral dans un débat saturé de chiffres. Elle rappelle qu'au-delà des contrats, il s'agit de redéfinir ce qu'un partenariat équitable veut dire. Car si la France a perdu une rente, l'Afrique a regagné un sens. Et dans cette équation humaine, chacun est invité à choisir sa place, spectateur d'un effondrement ou acteur d'un rééquilibre. La question n'est plus de savoir pourquoi tout s'est effondré, mais comment reconstruire autrement. Les experts africains réunis à Ouagadougou en 2025 ont proposé une feuille de route claire, fondée sur 5 étapes concrètes. Tout d'abord, le contrôle monétaire. La création d'une monnaie régionale, adossée à l'or et gérée par une banque centrale du Sahel, doit remplacer définitivement le franc CFA. L'objectif, neutraliser la dépendance aux réserves déposées à Paris et stimuler le financement local. Ensuite, sur place, au lieu d'exporter les minerais bruts, chaque pays membre s'engage à développer des unités de transformation nationales. Le Niger construit déjà une raffinerie d'uranium à Arlit, projet soutenu par des partenariats sud-sud. Puis, la coopération sud-sud. L'Alliance du Sahel élargit ses échanges avec les BRICS et l'ASEAN, diversifiant ainsi ses débouchés commerciaux. Cette pluralité réduit le risque de dépendance et augmente la capacité de négociation collective. De plus, dans le capital humain, des programmes d'éducation technique et d'entrepreneuriat régional visent à retenir les talents sur le continent. Ibrahim Traoré insiste. Notre richesse, c'est d'abord nos cerveaux. Enfin, les résultats. Chaque projet est soumis à un audit annuel transparent. Croissance des revenus nationaux, baisse des importations critiques, hausse de la production locale. Ces indicateurs remplacent les promesses politiques par des preuves tangibles. Cette loterie n'est pas une utopie, mais une stratégie de survie. Elle traduit un message simple. L'Afrique ne demande plus de place dans le monde, elle en construit une à sa mesure. Et cette fois, sur des fondations qui lui appartiennent. Sous le soleil brûlant du Sahel, la poussière se lève autour d'un ancien puits d'uranium. C'est ici qu'Ibrahim Traoré était revenu, 2 ans après la rupture avec Paris. Autour de lui, les enfants d'Arlit jouent près d'une clôture rouillée, symbole d'une époque révolue. « Regardez, dit-il, ce n'est plus un trou, c'est un départ. » Cette image, captée par les caméras locales,
a fait le tour du monde. Elle résumait la revanche tranquille d'un continent longtemps résumé à sa misère. Là où la France voyait un effondrement, l'Afrique voyait une naissance. Les chiffres s'étaient tus, les visages prenaient la parole. Dans le sillage d'Ibrahim Traoré, des ingénieurs, des enseignants, des jeunes entrepreneurs réinvestissent le sol qu'on leur avait appris à quitter. Leurs gestes, modestes, tissent la trame d'une souveraineté concrète. Et quand le soir tombe sur Ouagadougou, les lumières qui s'allument ne viennent plus de Paris, mais d'eux-mêmes. Chaque ouate repris est une part d'avenir retrouvé. Cette phrase, simple, nue, clôt le cycle du retour, celui d'un continent qui, pour la première fois, éclaire sa propre histoire. L'histoire que vous venez de suivre n'est pas un règlement de compte, mais une invitation. Car derrière les noms, les chiffres et les crises, il reste une question que chacun doit se poser. Quelle part d'injustice accepte-t-on pour garder son confort ? Le cas d'Ibrahim Traoré et du Sahel n'est pas isolé. Il annonce un rééquilibrage mondial où la souveraineté devient la première ressource naturelle. Dans ce nouvel ordre, la France peut choisir le dialogue plutôt que le déni, la coopération plutôt que la nostalgie. Et nous, spectateurs, pouvons décider d'écouter ce que l'Afrique répète depuis trop longtemps. Que l'égalité n'est pas une faveur, mais un droit. Le monde change quand les récits changent. Et peut-être qu'un jour, en repensant à cette crise, on dira que c'est ici, dans la poussière du Sahel et la lueur d'un réacteur éteint, qu'a commencé la justice économique.